En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour mon cher Guillaume. Bonjour. Notre invité en effet ce matin, Éric Woerth, ancien ministre, député UMP de l'Oise. On va démarrer en effet par l'actualité. Nicolas Sarkozy sera à Bordeaux aujourd'hui avec, on l'annonce, un grand discours consacré à la fraude sociale. C'est un sujet que vous connaissez bien. On parle d'un chiffre de 20 milliards. D'abord, comment on peut, révéler un chiffre comme ça? S'il y a de la fraude, c'est difficile de trouver un chiffre, non? C'est très difficile de mesurer la fraude. Moi, j'avais pris ce dossier dès mon entrée au ministère du Budget, parce que je pensais que à partir du moment où on est un pays qui redistribue beaucoup avec beaucoup de prestations sociales, avec des systèmes sociaux extrêmement développés, il faut évidemment, en même temps, parce que c'est la démocratie et la justice, on doit lutter contre les abus, c'est-à-dire ceux qui abusent au fond la société à partir d'un système généreux qui profite de la générosité. Alors comment faire? Il faut réduire les fichiers, il faut faire des fichiers uniques sur un certain nombre de prestations. Le Conseil des prélèvements obligatoires, à une époque, avait donné un chiffre de 30 milliards sur fraude sociale et fraude fiscale, dont une bonne partie sur la TVA d'ailleurs. Donc il faut, la lutte contre la fraude, c'est d'abord être très très déterminé. C'est que les gens sur le terrain, notamment ceux qui travaillent dans les caisses d'assurance maladie, caisses d'allocation familiale, etc., et cette culture de lutte contre la fraude, c'est pas toujours simple, même si beaucoup de progrès a été fait. Et puis il faut faire beaucoup d'informatique. Par exemple, sur la caisse d'allocation familiale, il faut évidemment faire en sorte qu'on puisse pas percevoir des prestations dans tous les départements simplement parce qu'on n'a pas croisé les fichiers, qu'on n'a pas de fichier national. Aujourd'hui, on a un fichier national. Et le fichier national, globalement, de l'ensemble des prestations sociales, qui est demandé depuis bien longtemps, notamment par le Parlement, est un travail qui a été commencé il y a quelques années, que j'espère que sous Xavier Bertrand se terminera bientôt. C'est juste de faire ça. Il faut à la fois lutter contre la fraude sociale et à la fois aussi lutter contre la fraude fiscale. Dans un état de droit, c'est essentiel. Qu'est-ce que le président de la République pourrait annoncer de neuf en la matière? J'ai pas de confidence particulière sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été mis en place jusqu'à présent. Peut-être en annoncera-t-il quelques autres. Des outils mis en place ont été très efficaces. Il faut aller plus loin, au fond. Si on veut aller plus loin dans la générosité publique, dans des temps de rigueur et dans des temps de difficulté, si on veut protéger notre modèle social, alors il faut faire en sorte que tous ceux qui essayent de profiter indûment de ce modèle social soit sanctionné. Alors, c'est pas une affaire de riches et de pauvres, comme on l'entend souvent. C'est évidemment une affaire d'intérêt national. Guillaume. Mais justement, comment politiquement, j'allais dire symboliquement, gérer un tel dossier? Parce que l'opinion est un peu schizophrène sur le sujet. À la fois, tout le monde dit la fraude, c'est scandaleux. Et en même temps, dès qu'il y a des mesures concrètes, on dit on s'en prend à ceux qui ont des allocations qui sont faibles. Et on a le sentiment qu'on vise plus les allocataires du RSA que les grandes fortunes. Mais ceux qui disent ça, finalement, cultivent le sentiment populiste. C'est très, très mauvais. Il faut dire le RSA, c'est une bonne chose. On aide les gens à reprendre une activité. Ou à l'intérieur du RSA, il y a le RMI, un filet de sécurité. Mais ceux qui en profitent anormalement doivent être sanctionnés. C'est vraiment très très important. Quelqu'un qui travaille au noir doit être sanctionné. Quelqu'un qui touche une allocation pour parents isolés, alors elle est fondue avec le RSA, mais et qui n'est pas isolé, c'est anormal. Car vous volez des cotisations sociales. En fait, vous volez ceux qui essayent de financer cela. Vous accroissez la dette de la France. Donc ce débat-là, c'est un débat responsable. Et il faut vraiment dire, il faut quand même mettre, je pense, toujours en parallèle, fraude sociale, aux prestations et aux cotisations, et fraude fiscale. On doit aussi, évidemment, continuer le travail que j'avais largement commencé sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale, sur tous ces sujets. Au fond, quelle que soit votre place et votre rôle dans la société, vous ne pouvez pas la frauder. Quelqu'un qui travaille au noir doit être sanctionné, dites-vous, mais est-ce qu'il faut aussi sanctionner celui qui fait travailler au noir? Et bien sûr, évidemment, l'employeur. Et on avait mis en place, d'ailleurs, je vois que ça marche assez bien, un système de forfait, c'est-à-dire que très souvent, au fond, la personne a disparu, quand les contrôleurs arrivent, on ne sait pas combien elle était payée, puis ça se termine par pas grand-chose. Maintenant, ça se termine par une régularisation, en tout cas une rectification financière sur la base d'un forfait, c'est une façon efficace de le faire. Éric Woerth, est-ce que tout de même vous flattez pas un petit peu l'opinion publique? Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de chasser un petit peu sur les terres du Front National? C'est un thème un petit peu facile. On a à peu près énormément une dette très importante. Est-ce que c'est vraiment
par ce biais-là qu'on s'attaque à un Il faut tout sujet faire. Il comme faut ça. s'attaquer à la dépense publique inutile ou mal organisée. Il faut réorganiser nos politiques publiques. Notre service public coûte aujourd'hui trop cher. Il faut parler de justice fiscale en regardant ce qui peut sembler pas juste dans le système de fiscalité. Et puis il faut s'attaquer à la lutte contre la fraude. C'est au contraire une action très républicaine que de faire cela. Autre thème évoqué tout à l'heure par Guillaume, les élections locales, le vote des immigrés aux élections locales, le projet socialiste le prévoit. Vous êtes vent debout contre une telle mesure. Est-ce que ce ne serait pas, au fond, assez moderne pour les élections locales? Je ne crois pas. D'abord, on parle bien du vote des étrangers non communautaires. Et donc, c'est important de le dire. Il n'y a aucune réciprocité de l'ensemble de ces pays vis-à-vis de la France. Il n'y a pas de raison de participer à la vie démocratique du pays. Il peut participer à la vie économique pour des étrangers en situation régulière. Tout c'est très bien. La France est ouverte et il faut qu'elle le reste. Mais participer à nos modes de décision, s'instiller dans la démocratie et la prise de décision politique. Même dans la vie locale, ça vous choque? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas le même attachement à la vie locale, on n'a pas le même attachement à son territoire. Et puis, en même temps, je vous rappelle que les responsables, les élus territoriaux, ils votent aussi au Sénat. On est né sur Public Sénat aussi. Ils votent au Sénat et donc ils jouent directement, ils influent directement sur les prises de décision nationales. Non, nous sommes résolument contre. On voit bien que le Sénat, aujourd'hui à majorité socialiste, on voit bien que le Sénat détricote le budget sur tout ce qui est difficile, sur tout ce qui est un effort en réalité pour éviter cet effort. Donc il y a une vision démagogique des choses, qui est la vision du Parti Socialiste et qui est la vision de François Hollande pour l'ensemble de sa campagne aujourd'hui telle qu'il nous l'a montré. Guillaume Tabar. Alors vous avez parlé du budget, vous avez longtemps été ministre du budget. Alors je sais bien que le calendrier international n'est pas calé sur le calendrier parlementaire français, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un côté un peu surréaliste à faire voter un budget avant même que l'on connaisse les véritables hypothèses de croissance et avant même que le gouvernement revienne dessus de manière importante? Je pense qu'on l'avait déjà fait au moment de la crise, donc l'exercice est connu de la part des institutions de notre pays. Vous faites le budget parce que vous le faites. Il faut bien à un moment donné faire un budget, quoi. Il faut bien à un moment donné se lancer. Il faut que le budget soit sincère. Un budget insincère peut être déclaré inconstitutionnel. Ça ne se prépare pas 2 jours avant. Ça se prépare 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant. Donc il y a un moment donné, vous votez votre budget. Puis s'il y a des données qui changent la nature de ce budget, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien vous rectifiez ce budget, et ça en toute transparence. Ça me semble être au contraire un exercice très bon. On ne l'avait pas fait lors du gouvernement socialiste, avec des annonces sur la croissance qui étaient très très différentes. Jamais ils n'avaient accepté, au fond, de transformer un budget. Je pense que c'est l'honneur de cette majorité si la de le faire croissance régulièrement. baisse encore, d'ici par exemple l'élection présidentielle, il ne serait pas anormal qu'il y ait un troisième plan de rigueur Fillon? En fait, il y a dans le budget ce qu'on appelle une réserve de précaution. Et donc la réserve de précaution, c'est des crédits qui sont gelés en attendant. De quel montant? C'est plusieurs milliards d'euros, c'est 5 ou 6 milliards d'euros. Et cette réserve serait suffisante? Quand j'étais ministre du budget, j'avais augmenté la part de cette réserve de précaution. Alors, elle est difficile et compliquée à gérer, mais elle existe et elle peut être mise en œuvre. Mais elle ne peut servir qu'une fois. Elle ne peut servir qu'une fois. Mais elle devra être mise en œuvre si jamais les prévisions de croissance ne sont pas confirmées. Est-ce que vous êtes toujours... L'objectif, c'est de conserver les engagements de la France dans le domaine des déficits publics. On a donné des chiffres. Ces chiffres-là, il faut évidemment les respecter, si je puis dire, à la lettre. Est-ce que vous êtes toujours inquiet sur, la santé de l'euro? On voit que la finance a réussi, au fond, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit, à débarquer, entre guillemets, Berlusconi, Papandreou. On voit qu'au fond, la bourse a continué à reculer, par exemple, hier. Est-ce que ça signifie, au fond, que la finance n'est pas rassurée, que les marchés ne sont pas rassurés aujourd'hui? Là, c'est toujours difficile de faire parler les marchés, mais je suis persuadé que les décisions qui sont des décisions lourdes, le changement du gouvernement italien, donc une gouvernance plus solide et probablement faisant plus confiance à l'ensemble des pays, à l'ensemble des marchés, le changement en Grèce avec maintenant, il faut que les Grecs s'engagent au fond et commencent à mettre en œuvre le plan qu'ils ont prévu, devrait être de nature à rassurer, me semble-t-il, les marchés. Le fonds de stabilité financière est mis en place. Tous les éléments et tous les instruments ont été mis en place de façon extraordinairement sérieuse et solide. Ça devrait être de nature à rassurer les marchés. Les dettes restent.
La dette publique reste, mais chaque pays a un plan de lutte contre son endettement pour ceux qui sont concernés. C'est vrai pour la France. Et quand Bruxelles, qui devrait a priori annoncer aujourd'hui un certain nombre de plans pour mieux encadrer, je dirais, les agences de notation, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'au fond, les agences de notation n'ont pas finalement fait leur travail en montrant que nous étions dans une situation extrêmement difficile? Je ne suis pas de ceux qui crient haro sur les agences de notation. Elles ont un rôle, ce sont des instruments. Il faut bien, dans ce monde compliqué, pouvoir noter, au fond, si vous déciderez emprunter, il faut bien que on sache si vous êtes solide ou pas pour rembourser. Donc c'est vrai pour les États, c'est vrai aussi évidemment pour les entreprises. Il faut sûrement mieux les réguler. Et je crois qu'il y a une bonne idée qui est celle d'éviter des notations pour des États qui sont soumis à une spéculation très forte ou qu'on va aider, parce que ça ne veut plus dire grand-chose en fait. On a bien pris en compte et on va aider. Donc dégrader tout le temps, c'est au fond accélérer le phénomène de spéculation négative. Donc il faut éviter de le faire. Mais là, les agences de notation, elles doivent continuer à se professionnaliser, elles doivent être très indépendantes et donc la constitution de leur capital est extrêmement important, mais en même temps, elles doivent évidemment exister, mais dans un monde régulé. Vous considérez que ce sont elles qui ont pris le pouvoir aujourd'hui sur les politiques? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'endettement public, c'est pas les agences de notation qui ont créé l'endettement public. Il ne faut pas confondre le thermomètre et la fièvre. Il y a simplement, à un moment donné, on est dans un monde risqué, donc la mesure du risque, elle influe sur l'avenir. Et il faut le savoir quand on gouverne. Mais quand on a augmenté l'endettement, 40% de l'endettement français aujourd'hui est dû à la crise et à la relance. Et ceux qui aujourd'hui nous disent qu'on a trop d'endettement, je pense par exemple aux socialistes, comme ça en passant, ceux qui nous disent cela sont les mêmes qui nous disaient que nos plans de relance étaient trop faibles. Et donc on dépensait sur le plan public pas assez d'argent, mais qu'au bout du compte on a trop d'endettement. Alors c'est évidemment extraordinairement paradoxal. Alors puisque l'on parle des socialistes en passant, dites-vous, pour réduire le déficit, eux, ils ont une solution simple. Ils disent qu'il suffit de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, on avait vu déjà que dans le cas de la loi TEPA, Nicolas Sarkozy était revenu sur l'une des mesures phares, qui était le bouclier fiscal. Est-ce que c'est tabou aujourd'hui de revenir sur l'autre disposition phare que sont la défiscalisation des heures supplémentaires? On est revenu sur le bouclier fiscal parce que c'était devenu un symbole. C'était pas une mauvaise mesure, le bouclier fiscal, quand on essayait de regarder les choses objectivement, qu'il y a un seuil maximum de pression fiscale sur un contribuable. Ça peut s'envisager. Je pense que pour plein de raisons, ça n'a pas été accepté par la société française. Donc à un moment donné, c'était un symbole d'injustice. Donc il fallait retirer le bouclier fiscal et c'est ce que nous avons fait. Sur les heures supplémentaires, le sujet est très très différent. C'est assez logique de dire, à partir du moment où on encadre le travail comme on l'encadre, il est logique que pour ceux qui décident de travailler plus lorsque c'est possible, lorsqu'évidemment il y a du travail, qu'on paye plus les heures supplémentaires. Mais ça prive l'État de recettes fiscales. Enfin, oui et non. En réalité, ça coûte à partir du moment où il y a des heures supplémentaires. S'il n'y a pas d'heures supplémentaires, ça coûte rien. Donc s'il y a des heures supplémentaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous accroissez les marges des entreprises et ces entreprises, elles continuent à payer l'impôt sur les sociétés. Donc il n'y a pas de... je crois qu'il faut regarder les choses avec un peu plus de hauteur. C'est simplement le PS. Comme le PS n'a aucune idée sur la nature des dépenses qu'il faut réduire. Donnez-moi une idée sur la nature d'une dépense un peu sérieuse que le Parti socialiste voudrait réduire. Ça n'existe pas. Donc il se précipite sur des trésors cachés, comme avait dit Fillon, qui ne sont pas des trésors cachés, qui sont juste de fausses... c'est de la fausse monnaie, au fond. La manière du Parti socialiste d'essayer de récupérer de l'argent. Ils l'ont fait sur la niche fiscale dite Copé, qui est juste une aberration sur le plan... de réalité des choses, ça n'existe pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ils ont une sorte ils sont obnubilés sur les heures supplémentaires. Attends, ça donne 400 à 450 € par mois supplémentaires à des ouvriers. C'est qui les gens qui bénéficient des heures supplémentaires défiscalisées et déchargées? C'est les ouvriers et puis c'est les enseignants. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire là-dessus? Ils veulent supprimer les heures supplémentaires et le surcroît de pouvoir d'achat de 450 €. 450 €, c'est 60-70% ou 80% d'un SMIC en 13e mois. Éric Woerth, c'est sur ces questions-là que va se jouer la campagne présidentielle et l'élection présidentielle? Moi, je suis persuadé que l'élection présidentielle, elle se jouera... il y a plein de thèmes, mais je vous donne mon opinion personnelle. Oui. Elle se jouera sur 2 thèmes, l'éducation et l'emploi. On a besoin pour demain exister... L'éducation, c'est le sujet d'ailleurs de François Hollande d'ailleurs. C'est un sujet... non, c'est c'est pas le sujet de François Hollande. Il veut juste augmenter le nombre de profs. C'est la logique de Jack Lang, c'est la logique de tous ceux qui l'ont précédé au Parti socialiste. C'est une logique de dépenses
publique. C'est pas une réflexion sur la nature du système. L'éducation et l'emploi, c'est les deux thèmes majeurs, me semble-t-il, pour aborder la société du XXIe siècle. Merci beaucoup Éric Woerth. Merci Guillaume, on se retrouve demain. Ce matin, c'était donc Éric Woerth qui était en direct avec nous pour En route vers la présidentielle. Très bonne journée à tous. Si aujourd'hui votre patrimoine ressemble encore à ça, il est temps de lui faire découvrir la